la Première Guerre mondiale, les hommes sont au front tandis que les épouses, délaissées, doivent se mettre au travail afin de survivre. Profitant du contexte, le Barbe-Bleue de Gambet utilise les annonces matrimoniales pour appâter les femmes seules afin de les délester de leurs biens. On ne retrouvera jamais leur corps, tout au plus quelques ossements qui ne prouveront rien. L'inspecteur Jules Belin va mener une enquête extraordinaire pour confondre le coupable, qui a su méticuleusement brouiller toutes les pistes. Henri-Désiré Landru a fasciné l'opinion publique internationale et plusieurs réalisateurs ont porté à l'écran le parcours du célèbre meurtrier. Charlie Chaplin l'a incarné en 1947 dans le film Monsieur Verdoux. Claude Chabrol a réalisé Landru en 1962 avec Charles Denner. Plus récemment, en 2005, le comédien Patrick Timsit a prêté ses traits au fameux criminel dans un film de Pierre Boutron perpétuant ainsi, dans les mémoires, le souvenir de l'affaire Landru. Au début du mois d'octobre 1917, le maire de Gambet, petite commune de Seine-et-Oise en bordure de la forêt de Rambouillet, reçoit une lettre de Madame Pelat de Paris. Cette dernière demande s'il est possible de lancer des recherches pour retrouver sa sœur, Madame Colomb, qui devait se marier avec un certain Frémillet, habitant Gambet, et dont elle n'a plus aucune nouvelle. La France de 1917, c'est l'horreur de la guerre. C'est l'année terrible de Verdun, l'hécatombe du chemin des Dames, des milliers de soldats meurent dans l'enfer des tranchées. Et la disparition d'une jeune femme ne semble pas bien importante à l'époque aux yeux du maire de la petite ville, qui rangea ce courrier sans lui accorder d'importance. Mais 2 ans plus tard, une nouvelle lettre arrive à la mairie, signée Marie Lacoste, et qui demande à son tour des nouvelles de sa sœur, Madame Buisson, qui aurait séjourné avec un monsieur Frémillet à Gambet et dont elle n'a plus aucune nouvelle. Nous sommes en 1919 et cette fois-ci, la guerre est terminée et la vie reprend ses droits. L'adjoint au maire, qui avait consciencieusement rangé les dossiers, retrouve la lettre reçue en 1917 et la compare à celle qu'il vient de recevoir. Il n'y a pas de doute. Les 2 femmes parlent bien de la même personne. Un mystère persiste. Il n'y a pas de Frémillet à Gambet. Mais la description de l'individu, un homme barbu, correspond au locataire d'une villa isolée, située à l'entrée de la bourgade. N'ayant pas l'autorité pour mener une enquête, l'adjoint au maire, M. Tirlet, conseille alors aux 2 femmes de s'adresser à la police. Une plainte fut donc déposée auprès du procureur de la République et sur instruction du parquet, l'enquête fut confiée au service des notes, chargé d'étudier l'importance de l'affaire et de transmettre la mission au service des recherches, que les policiers appelaient à l'époque « Bureau des mystères ». La première piste explorée est celle de la traite des Blanches, mais l'âge des disparus et la photo de Madame Buisson rendent peu vraisemblable cette hypothèse. En interrogeant les familles, l'inspecteur Adam constate très vite que c'est à Gambet qu'il faut concentrer les recherches. Aussi passe-t-il le dossier au parquet de Mantes. Le 16 mars 1919, le gendarme Jules Hébé se rend à Gambet et interroge les habitants. Très vite, les langues se délient et on pointe du doigt la villa à l'entrée du village. Elle appartient à Monsieur Tric, qui l'a louée à un certain Monsieur Dupont. Alors Jules Hébé interroge les habitants de Gambet et ce qu'il entend est extraordinaire. Ce fiancé barbu, ce barbu de taille moyenne, tout le monde le connaît, on l'appelle l'homme mystère. Et effectivement, il est bien mystérieux. D'abord, il a 4 noms. Il s'appelle Frémillet, Cuchet
s'appelle également Dupont et Guillain. C'est un peu beaucoup pour un seul homme, donc ça, c'est déjà très louche. Et ensuite, bien, son manège semble tout à fait extraordinaire aux habitants de Gambé. D'abord, à peine arrivé, il se fait livrer une énorme cuisinière et d'énormes quantités de charbon. Et pourquoi faire, bon Dieu? Il réside par intermittence. Mais il y a pire. Cet homme arrive à Gambé. Et lorsqu'il arrive à Gambé, il n'est jamais seul. Il est toujours accompagné d'une femme, mais à chaque fois, c'est une femme différente et des femmes d'âge les plus divers. Et ce qu'il y a encore de plus extraordinaire, c'est que, arrivant accompagné d'une femme, il repart toujours tout seul. Interrogé, le garde champêtre déclare « Je ne pourrais vous dire ce qui se passait dans cette maison, mais il y avait quelque chose d'étrange, car lorsqu'elle était habitée, les volets donnant sur la route n'étaient jamais ouverts. » D'autres témoignages parlent de fumée nauséabonde qui sortait, par moments, de la cheminée de la maison. Ça sentait mauvais, mais ça sentait mauvais comme parce qu'on se souvenait bien dans le village de Gambé. Il y avait un vieux monsieur qui était décédé, on l'appelait le père Thibault. Il était connu de tout le village de Gambé. Et le père Thibault, un soir, en vieillissant, peut-être en ayant un peu bu, s'était endormi près de sa cheminée, il avait basculé dans sa cheminée, endormi. Et la cheminée qui brûlait, et c'était consumé. Il était mort, brûlé dans sa cheminée. Évidemment, de cette cheminée s'était échappé la fumée du corps du père Thibault qui sentait, qui puait, quoi. Et les gens se souvenaient de cette odeur. Et ils disaient ensuite aux gendarmes et aux témoins quand ils étaient venus, quand il y avait ce monsieur barbu dans la villa de Gambé, on se souvient qu'il y avait parfois il y avait de la fumée comme ça qui sortait. Ça avait la même odeur, ça avait la même odeur que celle du père Thibault. Le procureur de la République à Mantes décide alors que cette affaire mérite une enquête d'envergure et alerte la Sûreté générale. C'est la première brigade mobile, connue sous le nom de Brigade du Tigre, qui va hériter du mystérieux dossier. L'inspecteur Jules Belin est en charge de l'enquête. Jules Belin est un personnage d'abord extraordinaire. C'est un homme déterminé d'abord, plutôt cultivé. Il a commencé en banlieue pour être ensuite remarqué par le préfet Lépine, d'ailleurs d'une façon tout à fait par hasard dans la rue. Et il est appelé ensuite à venir constituer les brigades du Tigre, les fameux mobilards. Et c'était des types quand même assez déterminés, qui passaient leur vie quasiment dans la rue et qui étaient toujours à la recherche du truand, mais des gros truands. Et d'ailleurs, l'inspecteur Jules Belin a été l'un des policiers qui a permis l'arrestation de Jules Bonneau, la bande d'anarchistes qui s'est terminée d'une façon dramatique. Belin commence par interroger les concierges des immeubles où habitaient les disparus. Celles-ci lui font le récit d'une histoire d'amour avec un monsieur Frémillet qui d'ailleurs était venu les rassurer, racontant à l'une que Madame Colomb vivait avec lui à la campagne et à l'autre que Madame Buisson était en province où elle tenait cantine, dit-il, dans un secteur de l'armée américaine du général Pershing. Frémillet-Dupont brouillait les pistes et personne ne savait où le trouver. Aux différentes adresses connues, on n'avait jamais entendu parler de cet individu, sauf à Gambé où la villa restait désespérément fermée. Alors, en avril 1919, c'est-à-dire 3 mois plus tard, coup de théâtre. Une amie de Madame Buisson le reconnaît, tout à fait par hasard, dans la rue, donnant le bras à une jeune femme de 26 ou 27 ans, alors que le couple sort d'un magasin, le Lion de Faïence. Immédiatement, elle alerte la police. Alors, les inspecteurs de police et l'inspecteur Belin arrivent au Lion de Faïence. Malheureusement, le Lion de Faïence est fermé. On se précipite donc chez le vendeur qui habite en banlieue. Le vendeur, effectivement, il se souvient du couple et du barbu. Et tout le monde retourne au magasin. Et là, on consulte les cahiers, on s'aperçoit effectivement que ce monsieur, qui s'appelait Guillet, enfin c'est le nom qu'il avait donné,
Monsieur Guillet avait acheté un service de table. Il avait versé des arts et donné son adresse pour la livraison. Voilà, on a l'adresse du suspect. 76 rue Rochechouart. L'inspecteur Belin se précipite alors rue Rochechouart, mais il est 2 heures du matin. Belin, qui ne veut pas lâcher prise, décide de passer la nuit devant l'immeuble. Le lendemain matin, il apprend par la concierge que Guillet est parti en vacances avec sa compagne pour 1 semaine. L'inspecteur ronge son frein. Il va passer chaque jour devant l'immeuble de la rue Rochechouart. Et le 11 avril, vers 11 heures du soir, la concierge lui apprend que Guillet est rentré. Cette fois-ci, il est cuit, pense Belin. Mais il doit encore attendre. L'interpellation ne peut pas se faire avant le lever du soleil. Alors, pour ne prendre aucun risque, l'inspecteur décide de passer la nuit sur le palier devant la porte de l'appartement. À 9 heures, l'inspecteur Bromberger, qui l'a fait contacter grâce à la concierge, le rejoint et on peut pratiquer l'arrestation. Il frappe à la porte. Il entend du bruit dans l'appartement. Et il entend un homme qui parle et qui râle, qui ralote. Belin refrappe, sous prétexte d'ailleurs d'une vente de voiture, d'une petite annonce. Il ne se présente pas comme policier tout de suite. Et un homme lui dit à travers la porte, il dit, je suis pas réveillé, je suis encore en pyjama, revenez plus tard. Il dit, non mais il faut que je vous voie parce que... Et la personne finit par ouvrir. Et alors là, évidemment, Belin se présente. Et là, en face de lui, un homme que Belin décrit d'ailleurs comme un homme plutôt maigrelet, visage émacié, barbe fort noire, chauve, enfin, le visage... et un peu, effectivement, beaucoup endormi encore. Guillet n'est pas seul dans l'appartement. Quelques instants plus tard, une jeune femme en peignoir surgit de la chambre. « Qui êtes-vous » hurle-t-elle. « C'est un malentendu » répond Guillet. Mais submergé par l'émotion, la jeune femme s'évanouit. Guillet et les policiers se précipitent vers elle, on lui fait respirer des sels et elle revient à elle en gémissant. Belin demande alors à Guillet de se préparer pour une détention qui risque d'être longue. Il est 10 heures ce samedi 12 avril 1919, lorsque Guillet est introduit dans le bureau du commissaire d'Hôtel, au siège des Brigades du Tigre, aux 3 rue Greffule. Avant de faire asseoir le prévenu, le policier procède à la fouille. Dans les poches du pantalon, il y a quelques francs. De la poche intérieure droite de son veston, Belin sort un carnet couvert de toile noire. Et en continuant sa fouille, il découvre, dissimulé dans la doublure de son manteau, un autre carnet de notes. Le parquet de Mantes a délivré un mandat d'amener au nom de Dupont dit Frémillet. Vous reconnaissez-vous sous ces noms ? Demande le commissaire. Je m'appelle Lucien Guillet et je suis né à Rocroi en 1874, répond l'intéressé. Connaissez-vous ces 2 femmes du nom de Colomb et Buisson ? Guillet acquiesce d'un signe de tête. Ces femmes à qui vous avez promis le mariage ont disparu après vous avoir suivi à Gambet. Messieurs, réplique Guillet, ces personnes n'ont pas été confiées à ma garde. Si ces femmes ont disparu, ce n'est pas à moi, mais à la police de les rechercher. L'interrogatoire s'avère compliqué. Guillet ne semble pas vouloir aider les policiers, la garde à vue ne peut durer que 24 heures et rien ne semble se débloquer. Belin se rend donc en toute hâte au domicile du suspect pour y faire une perquisition afin d'amener de nouveaux éléments. Et là, il trouve une quittance de loyer pour un garage rue Maurice à Clichy au nom de Landru. Immédiatement, on se précipite à Clichy, on perquisitionne et dans ce garage, que découvre-t-on ? On découvre une caverne d'Ali Baba, mais une caverne d'Ali Baba macabre.
Il y a là des entassements de vêtements féminins, de dessous féminins, des mannequins en osier, des perruques, des postiches. On trouve même un dentier et un râtelier. Et puis, on trouve une malle. Une malle. Vous savez, dans toute bonne affaire criminelle à cette époque, il y a une malle. Alors, cette malle est cadenassée, on fait sauter le verrou, et que trouve-t-on à l'intérieur de cette malle? On trouve toutes les archives de l'affaire Landru. Landru était un homme méticuleux, il avait tout noté. Muni de ces documents, Belin décide de retourner dans le bureau du commissaire où le prévenu attend toujours. Mais guidé par une intuition, il va passer auparavant au service anthropométrique de la Sûreté Générale, afin de s'assurer que le nom de Landru n'est pas au fichier. On ne fut pas long à retrouver l'affiche. Henri-Désiré Landru avait fait l'objet de 8 condamnations pour vol, escroquerie et abus de confiance. Il était recherché par la police. La photo qui accompagne le document ne permet aucun doute. Le prévenu Guillet s'appelle en réalité Landru. Cette fois-ci, on le tenait. Dans le bureau du commissaire, l'inspecteur Belin brandit l'affiche obligeant Landru à reconnaître sa véritable identité. Eh bien, soit, je suis Landru. Mais il vous reste à faire la preuve que je suis un assassin. Landru est un homme qui est né le 12 avril 1869 dans une famille parisienne du 19e arrondissement. Sa mère était repasseuse, son père était chauffeur aux forges de Vulcain. Il était très attendu, comme son nom l'indique, puisqu'il s'appelle Henri-Désiré Landru. Il est parti au service militaire et il fréquentait déjà celle qui va devenir son épouse. Donc il se marie et à partir de là, il devient père de famille, donc sa fille est déjà née, il a une responsabilité. Là, quelque chose va changer pour lui. Il va s'inscrire pour chercher du travail, il va en trouver, il va entrer dans un cabinet d'architecte, mais il entre dans une manière de travailler qui n'est jamais la bonne, qui n'est jamais suffisante, qui n'est jamais ce qu'il aurait voulu, qui n'est jamais ça. Et à ce moment-là, il s'en va toujours de partout. À côté de ça, chez lui, il raconte à sa femme ce qu'il aurait voulu être en réalité. Donc il lui dit qu'il a participé à la découverte, à la construction d'usines, à la découverte de mines, à l'assainissement de je ne sais quel terrain ou je ne sais quoi. Enfin bref, des travaux extrêmement prestigieux, mais qui ne sont que des récits. Alors là, on peut dire c'est un mythomane. Au commissariat, toute la journée, les inspecteurs vont cuisiner le suspect. Il est imperturbable, ne dit plus un mot. À 10 heures du soir, il réclame de quoi manger. On lui apporte du poulet, un petit pain et un café. Il mange de bon appétit, sans dire un mot, et à minuit, il pose la tête sur la table et devant les policiers médusés, il s'endort à point fermé. À 6 heures, le lendemain matin, Landru ouvre un œil et réclame du café au lait et des croissants. Les policiers reprennent leurs questions, mais ils ont toujours affaire à un mur. La garde à vue se termine, le suspect n'a pas avoué. On ramène Landru à Mantes, lieu présumé de ses crimes. Devant l'accumulation d'éléments contre lui, le juge Bonin ouvre une instruction judiciaire. Landru est inculpé d'assassinat et incarcéré. L'affaire est entre les mains de la justice. L'enquête reste confiée à la première brigade mobile. Landru s'enferme dans le mutisme le plus total.
invoquant le mur de la vie privée. Les 2 carnets de Landru vont être d'une importance cruciale pour l'enquête. Dans le premier, les inspecteurs découvrent des éléments de comptabilité, en partie codés, où on peut lire « Mai 1918, vente lot 5 francs, vente bureau 28 francs, vente tapis 12 francs, vente fourneau à gaz 21 francs ». Le deuxième carnet est un agenda. Il répertorie des rendez-vous féminins. Il montre que le même jour, Landru pouvait rencontrer jusqu'à 6 ou 7 personnes aux 4 coins de Paris. Sur une des feuilles du carnet, 11 noms sont écrits au crayon, dont ceux de Buisson et de Colomb. S'agit-il de la liste des personnes que Landru aurait fait disparaître? Les investigations vont se continuer à Gambet, où on décide d'emmener le prévenu. La villa est investie, on creuse dans le jardin, on explore le puits, la cave, on cherche dans les meubles, quand soudain, dans le hangar, dissimulés sous un tas de feuilles, les policiers découvrent les cadavres de 3 chiens portant autour du cou la corde qui les a étranglés. Ils appartiennent à une femme qui est venue ici avec moi. Elle m'a demandé de les tuer parce qu'ils lui coûtaient trop cher. Je les ai étranglés avec une corde. C'est la mort la plus douce, dit Landru. Qui est cette femme? Demande le commissaire d'hôtel. Le mur de la vie privée, réplique Landru. Je me refuse à le franchir. Le 16 avril, Madame Friedman se présente avec son mari au siège de la première brigade mobile. Elle déclare avoir reconnu sur le journal la photo de Landru. Elle connaît cet individu sous le nom de Dillard. Il avait rencontré sa sœur, Madame Cuchet, en avril 1914. Il lui avait fait des promesses de mariage et l'avait invitée à Vernouillet, où elle s'était rendue avec son fils de 15 ans. Depuis janvier 1915, elle n'avait plus de nouvelles. Reprenant la liste trouvée dans les documents de Landru et comportant 11 noms, les inspecteurs retrouvèrent le nom de Cuchet. Et sur la ligne suivante, la lettre J, point, idem. Avec les noms de Buisson et Colomb, cela faisait 4 victimes identifiées. Il en restait 7 à trouver. Les 4 disparitions font la une de la presse. Le Matin fait allusion à Barbe Bleue. Le feuilleton Landru commence et tous les journaux apportent leur lot d'informations. Alors la presse va jouer un rôle capital dans l'identification des victimes de Landru. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est la presse. En 1920, la presse est une institution gigantesque, tentaculaire. Le moindre quotidien tire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, sinon à plusieurs millions d'exemplaires. Or, la photographie de presse a fait son apparition au début du siècle. La tête de Landru est donc dans tous les esprits. Dans ces conditions, la police judiciaire va recevoir des dizaines de milliers de lettres pour dire « mais tel individu, on le connaît, telle personne qui a disparu à telle époque était en sa compagnie ». Donc pour la police, un problème monumental se pose. Comment faire le tri? Fort heureusement, la police n'a pas communiqué à la presse les noms des femmes inscrites au carnet fatal. Donc dès que l'un de ces noms apparaît dans une lettre, immédiatement on sait que la piste est bonne. C'est en lisant les journaux que Madame Vanhove, concierge au 330 rue Saint-Jacques, reconnaît le barbu qui, en janvier 1919, avait séduit une des locataires de l'immeuble, Mademoiselle Marchadier. Marie-Thérèse Marchadier, eh bien, c'est une prostituée, c'est une courtisane de haut vol, elle a 39 ans, c'est une belle femme et elle rêve de se reconvertir dans une existence honnête et bourgeoise. Et pour cela, elle a amassé un certain magot, un petit pécule. Lorsqu'elle rencontre Landru, c'est le coup de foudre. Landru est l'homme de ses rêves.
pour Landru, c'est également le coup de foudre. Mais Landru, lui, le coup de foudre, c'est pour le magot. Alors, Marie-Thérèse Marchadier, eh bien, c'est la proie rêvée pour Landru, parce que quelle est la technique de Landru? Isoler ses fiancés, les couper de leur famille, les couper du monde pour réduire au maximum le nombre des témoins. Or, pour toute famille, Marie-Thérèse Marchadier n'a que 2 petits chiens griffons qu'elle adore, Mimi et Loulou, qui, soit dit en passant, termineront leur carrière au bout d'une corde. Dès lors, pour Landru, l'affaire est entendue, c'est sans état d'âme qu'il recrute Marie-Thérèse Marchadier pour son fonds de commerce. Adrienne Poilot, une amie de Marie-Thérèse Marchadier, se présenta quelques jours plus tard aux enquêteurs. Elle précisa que la belle Mitaise lui avait parlé de son fiancé, Lucien Guillet, alias Landru, comme d'un homme charmant et bien élevé. Marie-Thérèse devait partir vivre avec son fiancé à la campagne, et Adrienne lui avait confié son petit chien noir, qui était un peu souffrant. À cette occasion, elle a rencontré le fiancé, qui lui a fait une bonne impression en la rassurant sur le sort de son animal. Il n'y a pas de doute. Un nouveau nom est identifié sur la liste et les cadavres des 3 chiens retrouvés sous un tas de feuilles dans la villa de Gambet sont ceux de la belle et de son ami. Le 19 avril, le procureur de la République de Versailles reçoit une lettre de Madame Fauchet, de Toulon. Elle aussi a lu les journaux. Elle aussi a reconnu le visage du fiancé de sa sœur, Annette Pascal. Ils devaient se marier et s'installer à Gambet, mais depuis, elle n'a plus de nouvelles. Là encore, le nom est sur la liste de Landru. Le 21 avril, c'est M. Rigaud qui se présente chez le commissaire de police de Bercy. « J'ai lu dans les journaux l'affaire Landru, dit-il. Je crois pouvoir lui attribuer la disparition d'une dame veuve Guillain, demeurant 35 rue Crozatier, avec la famille de laquelle j'étais en relation. » Les inspecteurs suivent immédiatement cette nouvelle piste et en moins de 24 heures, l'histoire de Madame Guillain est reconstituée. Madame Guillain avait passé la cinquantaine. Ancienne domestique, elle avait hérité de son amant une somme coquette de 20 000 francs. Aussi se soignait-elle et portait des tenues à la mode. Elle avait décidé de refaire sa vie. C'est par le biais de petites annonces matrimoniales qu'elle avait fait la connaissance d'un monsieur Cuchet. Ce dernier se faisait passer pour le consul de France à Melbourne, en Australie. De quoi séduire une femme en recherche de reconnaissance. En août 1915, Madame Guillain annonça à son entourage qu'elle partait avec son fiancé en Australie. Puis, plus personne n'entendit parler d'elle. En 1916, la concierge de l'immeuble rue Crozatier, où habitait Madame Guillain avant sa rencontre avec le consul, reconnut Monsieur Cuchet, alias Landru, dans le 13e arrondissement, accompagné de 2 femmes. Elle imagina immédiatement le pire. Il n'y avait pas le nom de Madame Guillain sur la liste retrouvée dans l'agenda de Landru. Mais il y avait le nom de Crozatier, justement le nom de la rue où cette dernière habitait. Le rapport était évident. Mais comment toutes ces femmes avaient-elles pu succomber au charme de l'escroc? Ces femmes ont succombé, à mon sens, au charme de Landru. Déjà, c'est une période particulière, on est en temps de guerre. Souvent, ces femmes sont veuves, elles ont été mariées, elles ont perdu leur mari au front. Là, c'est vrai qu'il y a peu d'hommes et qu'elles ont besoin d'être séduites. Il y a un certain besoin aussi de refaire sa vie et on a une meilleure place sociale, il est vrai, à cette époque-là, quand on est marié et qu'on a une famille. Au-delà de ça, c'est vrai que Landru maîtrise le verbe à la perfection et que je pense qu'il a beaucoup de facilité à les séduire. Ces femmes attendent le mariage et Landru leur promet le mariage. C'est exactement ça, pour avoir cette place aussi dans la société alors qu'on a perdu déjà un mari. Et voilà, c'est ce qu'il leur promet, c'est ce qu'elles attendent. Après, il les emmène à Gambet et malheureusement, il n'y aura jamais de mariage.
La liste comportait 11 noms. Cuchet et son fils, les premières victimes de Landru, avaient été identifiés. Crozatier venait de livrer son secret et correspondait à Madame Guillain. Madame Colomb, Madame Buisson, Marie-Thérèse Marchadier et Annette Pascal faisaient partie des victimes. Il restait à mettre des visages sur les 4 derniers noms de la liste. Jaume, Babelais, et plus mystérieusement ce qui correspondait à un code, Brésil et Havre. En étudiant de près les archives retrouvées dans le garage de Clichy, les inspecteurs découvrent dans le dossier Jaume le nom de Barthélemy. En recoupant avec l'agenda de rendez-vous, ils lisent ces quelques lignes. Jaume, demoiselle Barthélemy, épouse de Paul, voudrait divorcer 23 rue de Liane. Et c'est reparti. On se rend rue de Liane, où la concierge connaît Madame Jaume, dont elle n'a plus de nouvelles depuis ses fiançailles. Elle travaillait comme couturière 26 rue de Chine. À l'atelier de couture, Madame Léraud, la patronne, s'était prise d'affection pour son employée, Madame Jaume, qui lui avait raconté ses déboires avec son mari et sa rencontre en mars 1917 avec un monsieur Guillet qui l'avait séduite par ses bonnes manières. Elle avait décidé de partir avec lui à la campagne en attendant son divorce. Malgré les nombreuses lettres que Madame Léraud avait envoyées à son ancien employé, elle n'avait pas reçu de réponse. En janvier 1918, Guillet Landru s'était présenté au domicile de Madame Léraud pour calmer ses inquiétudes. Il lui avait raconté une drôle d'histoire. Madame Jaume s'était embarquée pour les États-Unis où elle avait trouvé un travail. « Je l'épouserai dès son retour, sitôt la guerre terminée », avait-il dit. Et une de plus, pensa l'inspecteur Belin. En travaillant d'arrache-pied sur les archives de Landru, les hommes de la première brigade mobile ne furent pas longs à découvrir l'identité des 3 dernières victimes. En ouvrant le dossier intitulé « Havre », ils trouvent des pièces d'identité appartenant à Berthe Anne Héon, originaire du Havre. Dans l'agenda, ils retrouvent à la date du 28 août 1915, 10h45, 165 rue de Rennes, Berthe Héon. C'est la 9e victime de Landru. Le 26 avril 1919, les journaux apprennent à l'opinion publique que la 10e victime identifiée n'avait que 19 ans lorsqu'elle avait rencontré celui que la presse appelle le Barbe Bleue de Gambet. C'est dans l'immeuble de la rue Rochechouart que les inspecteurs ont découvert une photo glissée dans une enveloppe portant l'adresse de Madame Colin, 91 rue de Noisy, au Lilas. Madame Colin était la mère de la petite Andrée Babelais, qui avait disparu après avoir fait la connaissance de Landru. À Gambet, on se souvenait de cette jeune fille qui faisait du vélo autour de la sinistre villa et qui avait disparu du jour au lendemain. Depuis avril 1917, sa mère n'avait plus de nouvelles. Désespérée, elle avait averti la police, recherché sa fille dans les hôpitaux, dans les morgues, en vain. Il restait aux inspecteurs à découvrir qui se cachait sous le nom de code de Brésil. Alors là, on va s'aider des archives de Landru, trouvées dans sa malle, et on s'aperçoit que l'une des femmes est née en 1868 à Buenos Aires. Alors les enquêteurs se disent, à Buenos Aires, l'Amérique du Sud, évidemment, Buenos Aires, c'est l'Argentine et non pas le Brésil. Mais enfin, se dit-on avec philosophie, peut-être que Landru était mauvais géographe et qu'il aura confondu le Brésil et l'Argentine. Et effectivement, au cours de leurs investigations, les inspecteurs interrogent une gardienne d'immeuble. Et cette gardienne leur apprend que dans cet immeuble habitait une certaine Madame Labordeline et que cette Madame Labordeline, un beau jour, a disparu après avoir fait la connaissance de l'homme de ses rêves. Or, cette Madame Labordeline était née à Buenos Aires. Voilà. On avait identifié Brésil. Les inspecteurs firent également de nombreuses investigations à Vernouillet, où Landru avait loué une villa avant celle de Gambet,
Là, on s'intéressa particulièrement à la cuisinière qui aurait pu servir à brûler les corps. À Gouvieux aussi, où il avait séjourné quelques semaines avec Madame Cuchet. Devant la multiplicité de ces crimes et de ces lieux, dépendant de différents parquets, il fut décidé de mener l'instruction à Paris, où la plupart des témoins se trouvaient. Le 27 avril 1919, on organisa donc le transfert du prisonnier de Mantes à Paris, et le rapport d'enquête fut confié au juge d'instruction, M. Bonin. Dans le bureau du juge d'instruction, Landru déclara en guise de préambule « Interrogez-moi sur ce que vous voudrez. Je proteste contre les accusations qui sont portées contre moi. L'enquête démontrera avant peu ma parfaite innocence. » Il ne fallait pas compter sur l'accusé pour découvrir la vérité. Sans cadavre, il n'y avait pas de preuve de la culpabilité de Landru. Les inspecteurs repartirent donc à la pêche aux indices. Il ne faisait pas de doute pour les enquêteurs que Landru avait fait disparaître les 11 victimes de la liste funèbre. Mais s'était-il arrêté là? Dans ses archives, on répertorie les noms de 283 femmes rencontrées en l'espace de 4 ans. On les retrouva toutes. Certaines étaient décédées de mort naturelle, mais seuls les 11 noms inscrits dans le carnet de Landru correspondaient à des personnes disparues. On retourna à Gambet avec le célèbre docteur Paul, médecin légiste. Dans le hangar, au fond du jardin, un tas de cendres contenant des débris d'os intrigua les enquêteurs. Des expertises furent immédiatement ordonnées, les cendres et la cuisinière furent emportées pour être analysées en laboratoire. Le rapport des experts est éloquent. Après examen, il a été retrouvé 1500 grammes de débris d'os et de dents d'origine humaine, dont 996 grammes provenant de crânes humains. 187 os ont été identifiés et il a été établi que les ossements proviennent indiscutablement de 3 crânes, 6 mains et 5 pieds provenant de 3 cadavres différents. En outre, les débris d'un 4e cadavre ont également été identifiés. Recoupé avec les différents témoignages des voisins, qui à plusieurs reprises avaient constaté une fumée nauséabonde sortant de la cheminée de la villa, il semblait bien que la disparition des cadavres s'expliquait par leur incinération dans la fameuse cuisinière. Pourtant, il reste un doute. Seuls des débris de crâne, de mains et de pieds ont été retrouvés parmi les cendres. Aucun fragment appartenant à d'autres parties du squelette humain. Là encore, les témoignages vont aiguiller les enquêteurs. Landru a été vu à plusieurs reprises, sillonnant la campagne dans les bois autour de Gambet. Alors on interroge tout le monde. Et bien sûr, en pareil cas, tout le monde a vu quelque chose. Par exemple, on a vu un automobiliste qui s'était arrêté pour une raison ou pour une autre, non loin d'un étang, qui avait vu de nuit un mystérieux personnage jeter un fardeau dans un étang voisin de Gambet. On avait vu également, on parlait de morceaux de chair qui flottaient à la surface du même étang. Alors, on va examiner l'étang, on va le sonder, on fait venir, la brigade criminelle fait venir de Paris des hommes grenouilles. On fouille l'étang, on s'enfonce jusqu'au ventre dans la vase et effectivement, on avait bien jeté des fardeaux, des colis suspects dans cet étang. C'était bien des chairs, mais c'était des chairs animales effaisandées pour attirer les poissons. Après 2 ans et demi d'instruction, et même si aucun cadavre n'a été retrouvé, le juge Bonin, comme tous les inspecteurs qui ont participé à l'enquête, n'ont aucun doute. Landru a bien assassiné les 11 victimes de la liste funèbre. Il a fait disparaître les corps en les découpant et en les faisant brûler, en partie dans sa cuisinière. Il s'est débarrassé de ce qui restait en répandant les morceaux dans les bois autour de sa villa. Son seul but était de faire main basse sur les biens et les économies de ses victimes, qu'il recrutait par le biais des petites annonces. Mais comment Landru
avait-il pu basculer du rôle d'escroc à celui d'assassin? Il devient assassin, c'est pas très bien ce que je veux dire, mais je ne sais pas comment l'exprimer, par nécessité, par côté pratique, pour ne pas être pris. C'est pour ça, mais c'est pas un assassin dans l'âme, c'est pas un serial killer, c'est un tueur récidiviste, Landru. Mais il va tuer parce que, il faut bien se débarrasser. Ce qu'il met en dehors des normes, en tant que terrible criminel, et qui va marquer la mémoire collective, c'est que dans l'histoire des annales criminelles françaises, Henri-Désiré Landru va être le premier assassin à mettre en place une méthode de disparition de ses victimes. Et elle est totale, puisque dans sa maison, l'une des maisons la plus célèbre, celle de Gambé, là où il achète la cuisinière, où il fait brûler ses victimes, c'est vraiment avec l'intention qu'on ne retrouve rien. Et c'est vraiment pensé, calculé, élaboré et réalisé. Et ça, c'est quand même le côté du personnage, un des côtés du personnage les plus effrayants qu'on retrouvera jusqu'à sa fin, jusqu'à la veille de son exécution, puisqu'il est d'un cynisme incroyable. Lorsque le juge Bonin remet le dossier d'instruction de l'affaire Landru à la chambre d'accusation, il contient 7000 pages. Rien n'a été laissé au hasard. Le 7 novembre 1921, Henri-Désiré Landru comparaît devant la cour d'assises de Versailles. Le président Gilbert va diriger les débats. Maître Robert Godefroy est l'avocat général. L'avocat de la défense est maître Demoro Giafferi. Le procès va durer 20 jours. C'est un grand procès. Il est rehaussé par la présence de personnalités. On y voit Mistinguett, il y a Rému, il y a Maurice Chevalier, et le Matin, le journal Le Matin, a délégué sa chroniqueuse Colette, qui va faire de très beaux récits de ce procès. Et alors, Landru va apparaître à ce procès dans une forme éblouissante. C'est un grand comédien, Landru. Il va exploiter à fond la faille de l'accusation, à savoir qu'il n'y a pas de crime sans cadavre. Où sont les cadavres? Et à la rescousse de cet argument, eh bien, le parquet, le président et la police judiciaire reçoivent quotidiennement des lettres pour leur dire que tel fiancé supposé disparu habite à tel endroit, et on donne des renseignements extrêmement précis. Et alors, eh bien, les délégations judiciaires partent aux quatre coins de Paris. On va vérifier tous ces renseignements. Eh bien, dira Landru et son avocat, maître Demoro Giafferi, eh bien, si on vérifie l'authenticité des renseignements ainsi portés à la connaissance de la police, c'est qu'on a un doute. Si l'on était sûr de la mort des fiancés de Landru et de la culpabilité de mon client, on ne se donnerait pas la peine de faire des vérifications. Malgré les horreurs évoquées pendant la description des crimes abominables commis par Landru, les joutes verbales, accompagnées de bons mots, vont faire passer le public du frisson au rire. Lorsque l'avocat général lui dit « Monsieur Landru, on estime à 283 le nombre de vos fiancées successives », l'accusé se lève et s'adressant à la cour et au public, il dit « Et je n'en aurais tué que 10 comme on a été indulgent avec moi. » Et à un autre moment, « Ma tête! Vous parlez toujours de ma tête. Je regrette de ne pas en avoir plusieurs à vous offrir, monsieur l'avocat général. » Le lundi 21 novembre, le train de 10h27 qui relie Paris Invalides à Versailles est complet. Ce jour-là, on attend la déposition de Fernande Segret, la dernière maîtresse de Landru, celle qui était dans son lit le jour de son arrestation. Lorsqu'elle apparaît dans le prétoire, le public retient son souffle. Landru lève les yeux soudain fascinés. Fernande Segret s'approche de la barre, elle trébuche, porte les mains à ses yeux et fond en larmes. À la demande de maître Demoro Giafferi, le président Gilbert décide alors de reporter l'audition du témoin à plus tard, ne la jugeant pas en état de répondre aux questions.
Le lendemain, la belle apparaît de nouveau dans la salle d'audience. Une rumeur se fait entendre dans le public. « Nous ne sommes pas au théâtre !» s'écrie le président. « La tête d'un homme est en jeu !» D'une voix douce, Fernande Segret commence son récit. « J'ai fait la connaissance de Lucien Guillet dans un tramway où il m'avait cédé sa place. Quand je suis descendu, il m'a suivi et a cherché à engager la conversation. » Puis Fernande se trouble, éclate en sanglots. « Pouvez-vous continuer, mademoiselle ?» demande le président. « Oh, que je suis malheureuse! Comment ai-je pu ne pas prévoir cela ?» Landru l'écoute, impassible. Lorsque le président lui demande « Comment était Landru avec vous ?» elle répond « Landru était un homme passionné, mais normal. » Normal ? La cour est médusée. Après le réquisitoire de l'avocat général Godefroy, qui réclama, selon ses propres termes, la suppression de ce rameau corrompu de l'arbre social, Maître de Moreau-Giafferi employa tout son talent d'orateur à défendre son client. La plaidoirie de mon grand-père a eu cette particularité qu'elle s'est déroulée en 2 après-midi consécutives. L'une, qui était pour ainsi dire un cours de droit civil, dans lequel il a développé le fait que les disparues ne sont pas légalement mortes. Il faut 30 ans pour qu'un disparu soit réputé mort. Le lendemain, mon grand-père a développé la notion d'erreur judiciaire. Il l'étayait avec le fait que les cendres qui avaient été retrouvées étaient anormales et ne correspondaient pas à des cendres humaines. Elles étaient anormales parce que le taux de phosphate était, paraît-il, trop élevé. Par ailleurs, on avait retrouvé dans le jardin un os qui devait ressembler à cet os qui a été chez mon grand-père, que j'ai récupéré, et qui était un os de veau, mais il avait été coupé avec la même scie à métaux que celle qu'utilisait Landru chez lui. Pour terminer, Maître de Moreau-Giafferi se tourna vers les jurés et leur dit « Dites-vous, messieurs, qu'en marge de votre arrêt, on pourrait inscrire ces mots « Ils ont donné la mort et ils se sont trompés ». Landru, avez-vous quelque chose à déclarer ? demanda le président. Très digne, Landru se leva alors et dit « Hier, on m'accusait de tous les crimes et de toutes les fautes, mais monsieur l'avocat général me reconnaissait pourtant une vertu, celle du père et de l'époux. Sur la tête des miens, je jure que je n'ai tué personne. » À 18h40, ce 30 novembre 1921, les jurés se retirent pour délibérer. 2h30 plus tard, ils sont de retour dans la salle d'audience et la culpabilité de Landru est confirmée. Il reste à la cour à se prononcer. Les magistrats se retirent à leur tour. 3 heures plus tard, ils réapparaissent et le président Gilbert prend alors la parole. En application de la loi, la cour condamne Landru à la peine de mort. Maître de Moreau-Giafferi ne s'avoua pourtant pas vaincu, et il réussit à faire signer aux jurés, qui pourtant venaient de condamner Landru, un recours en grâce. Et sa conviction fut telle que tous apposèrent leur signature et que les familles de Madame Cuchet et de Madame Pascal se joignirent à eux. Le président de la République, Alexandre Millerand, refusa la grâce de Landru et le vendredi 24 février 1922, on installa les bois de justice devant l'entrée de la prison de Versailles. À 6 heures, les officiels pénétrèrent dans la cellule du condamné. Landru, ayez du courage. Landru s'étira, manifestement, il avait bien dormi. Tandis qu'on le conduisait vers la guillotine, Landru se pencha vers son avocat et le remercia d'avoir défendu sa cause. Alors Maître de Moreau-Giafferi en profita pour lui demander « Landru, vous n'avez plus rien à perdre, dites-moi la vérité.
Ne partez pas avec votre secret. Landru se tourna alors vers lui et lui dit « Mon secret, cela, maître, c'est mon bagage. Je l'emporte avec moi. » À 6h10, le couperet de la guillotine trancha la tête de Landru. Et sur son carnet, le bourreau d'Ebler nota samedi, temps clair, 6h10.